Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Fermer les fenêtres le jour, prendre des douches fraîches de 2 minutes, aérer la nuit et créer des courants d'air. C'était la recette de ma grand-mère andalouse pour tenir quand il fait chaud. Mais c'est souvent insuffisant quand le thermomètre dépasse les 37 degrés Celsius et quand on manque aussi de moyens pour refroidir les aliments, les vaccins ou encore assurer la fraîcheur indispensable aux hôpitaux ou aux écoles. Saviez-vous qu'1 milliard de personnes dans le monde ne peuvent pas se protéger contre la chaleur ? Ajoutons à cela que la clim peut déboucher sur un cercle vicieux puisqu'elle rafraîchit les intérieurs en rejetant un air chaud qui réchauffe encore plus les villes. En plus, la climatisation consomme de l'électricité et ces gaz réfrigérants sont souvent encore pires que le CO2 pour l'effet de serre. Si rien n'est fait, l'ONU estime que ces émissions représenteront 10% des gaz à effet de serre en 2050. Il existe cependant des solutions. Je vous propose un tour d'horizon avec Lily Riahi, qui coordonne la coalition mise en place par l'ONU Environnement pour réduire l'impact de la clim, tout en permettant à tous de rester au frais. Sur le fil. Sur les quais de Seine, pas loin du pont des Invalides, les passants peuvent parfois avoir une surprise un peu futuriste. Une dalle circulaire en béton qui s'élève du sol pour dévoiler un escalier en colimaçon qui mène vers les profondeurs. Ici, vous êtes à moins 24 mètres sous la terre. On est à un étage de production froid. Derrière moi, il y a 4 groupes froids. Il y en a 8 dans cette centrale qui fait au total 52 MW. C'est une grosse centrale de production froid. Le job de ces équipements, c'est de rafraîchir l'eau qui va ensuite partir sur le réseau de distribution. Raphaël Néral est la secrétaire générale d'une filiale d'Engie au nom évocateur, Fraîcheur de Paris. Ce réseau dit de froid urbain permet de refroidir les bâtiments sans climatiseur grâce à la fraîcheur de l'eau de la Seine. Ici, vous êtes à l'étage du refroidissement. C'est là où l'eau de Seine arrive et vient rafraîchir le réseau condenseur. Donc le bruit qu'on entend, c'est le chant de la Seine, en quelque sorte, qui arrive, qui siffle, qui refroidit, qui repart immédiatement dans le fleuve. Les 12 centrales de production de froid à Paris envoient de l'eau refroidie à environ 4 degrés Celsius vers 867 sites abonnés, dont l'Assemblée nationale, d'autres bâtiments publics, mais aussi des hôtels ou des restaurants. Vous avez des bâtiments qui produisent de la chaleur. Ils vont céder cette chaleur à un réseau de distribution. Il fait 110 km à Paris. Ce réseau de distribution, il arrive en centrale. La température de ce réseau, elle est à 12 degrés. Dans cette centrale, cette eau, elle va être abaissée à 5 degrés avec ces grosses machines, ces groupes froids. Elle repart ensuite sur le réseau de distribution pour à nouveau rafraîchir ces bâtiments. À 6000 km à vol d'oiseau, un système similaire existe, mais cette fois, il pompe l'eau de l'East River pour refroidir le siège des Nations Unies. Le système fonctionne depuis 1950, même s'il a été modernisé depuis, là encore sans clim classique. Dans le bâtiment, la température est de 24 à 25 degrés. On pourrait faire plus froid, mais c'est vivable et économe. Écoutez son responsable, David Lindsay. C'est ici que tout commence. Nous avons le puits d'accès à l'eau de la rivière de l'autre côté de ce mur. C'est un grand trou carré et nous aspirons l'eau avec ces 3 pompes. Ce que nous faisons, c'est absorber toute la chaleur du bâtiment et l'évacuer vers la rivière. L'idée, c'est donc de se servir de la fraîcheur naturelle de la rivière, dont la température en été est de 24,5 degrés Celsius, même lorsqu'il fait 38 degrés à l'extérieur. Comme l'explique David Lindsay, ça permet d'économiser de l'énergie pour créer du froid. Dans la capitale française, selon les données de Fraîcheur de Paris, le réseau de froid urbain permet, là où il est utilisé, de diminuer de moitié la consommation énergétique, de réduire de 65% l'utilisation d'eau et de 80% le recours aux produits chimiques utilisés pour les clims classiques. La ville de Paris souhaite que ce réseau il s'étende. Donc on va multiplier par quasiment 3 le réseau de froid urbain. Aujourd'hui, il fait 110 km. Il faut vous imaginer 2042, ce sera la fin de ce contrat pour Fraîcheur de Paris. Il fera 245 km.
Planifier ce genre d'équipement et d'autres sur le long terme est d'ailleurs devenu essentiel selon Lily Riahi. La première chose à retenir, c'est que les températures extrêmes, ce n'est plus juste pour une journée ou une semaine ou un mois, elles sont là pour rester. On ressent la chaleur de plus en plus et du coup la fraîcheur est un besoin basique pour la productivité, pour la santé, pour les aliments, pour la conservation des vaccins. La demande augmente et ce n'est pas seulement pour les équipements. Cela veut aussi dire que la demande en énergie pour ces systèmes de refroidissement augmente car ils consomment beaucoup d'énergie. Ils consomment beaucoup d'énergie alors que 20% de nos besoins énergétiques à l'échelle mondiale servent déjà au refroidissement. Et donc, ça met aussi sous pression nos réseaux d'électricité et en plus, cela émet des gaz à effet de serre. Lily Riahi fait référence aux fameux hydrofluorocarbures ou HFC, des gaz qui sont utilisés pour les frigos et les climatiseurs et dont l'usage a déjà été réduit pour d'autres applications. C'est une épée à double tranchant pour le dérèglement climatique à cause des émissions qui proviennent des réfrigérants. Et si on ne fait rien, ces émissions vont exploser. Selon elle, les équipements comme ceux de Paris ou des Nations Unies à New York sont une bonne nouvelle, mais ne suffiront pas, notamment parce que cela suppose des systèmes semblables au chauffage collectif qui sont très coûteux, difficiles à construire et n'ont d'intérêt que dans des villes très denses. La coalition dirigée par Lily Riahi, composée de plus de 70 pays, mais aussi d'acteurs privés et de financeurs, propose plusieurs leviers pour réduire les émissions liées au refroidissement de plus de 60% d'ici à 2050. Pour y arriver, elle estime qu'il faut d'abord commencer par des mesures d'atténuation de la chaleur à la source. La première chose à laquelle on pense quand on évoque le refroidissement, c'est l'air conditionné. Mais il y a aussi l'architecture urbaine, les matériaux réfléchissants, les toits rafraîchis, le fait de créer des zones à l'ombre grâce à des éléments naturels, le couvert des arbres, les fontaines, l'architecture intelligente des bâtiments, l'isolation des fenêtres. Tout a un effet rafraîchissant, n'est-ce pas ? On sait que sous une canopée, la température est inférieure de 5 degrés. L'impact est très important. Paris a d'ailleurs décidé, après la vague de chaleur, que chaque citoyen devait se retrouver à moins de 7 minutes à pied d'un espace vert ou rafraîchissant. Lolo, tu viens ? Comme ici, près de l'ensemble immobilier Rosa Parks, où les brumisateurs font la joie des enfants. Écoutez Dan Lert, adjoint à la maire de Paris, en charge de la transition écologique. Pour adapter l'espace public, on le fait avec les arbres, bien sûr. On le fait avec notre réseau très important de fontaines à Paris, 1300 fontaines. On le fait en développant ces aires de brumisation. Et donc maintenant, à Paris, on a 1400 îlots de fraîcheur à moins de 7 minutes à pied en journée et qui permet aux Parisiens, aux visiteurs, aux touristes de trouver immédiatement des points d'eau, des points de rafraîchissement pour faire redescendre un peu la température corporelle. Paris est une ville très vulnérable aux fortes chaleurs. On s'attend dans les prochaines années à des pics de température jusqu'à 50 degrés. Donc il y a vraiment urgence pour adapter finalement l'espace public pour faire face à ces fortes chaleurs. Mais que faire quand la chaleur est écrasante et que ces mesures de prévention ne suffisent pas ? Bangkok et d'autres villes ont également des plans pour accueillir les habitants dans des centres climatisés si besoin, des centres commerciaux ou encore des écoles. Restent les habitations individuelles. En Inde, où les canicules peuvent être terribles car très humides, ce qui les rend plus durs à supporter encore, le climatiseur est très prisé. Vous l'entendez ? Nous sommes chez Aarti Verna, c'est une commerciale de 25 ans, et pour elle, sans cet appareil, impossible de se reposer. Le climatiseur est très important pour moi car je travaille sur le terrain et je suis souvent au soleil. Quand je rentre chez moi après une longue journée de travail, j'ai besoin d'un minimum de confort. J'aurais pu acheter de l'or avec cet argent. Cela aurait été un bon investissement, mais j'ai priorisé la clim.
Résultat, en Inde, déjà le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, les habitants achètent 14 millions de climatiseurs par an. Un marché florissant puisque seulement 7% des foyers sont équipés. Mais les autorités ont assez rapidement cherché à mettre en place des mesures d'atténuation, selon notre spécialiste. Ils sont également innovants. Par exemple, il y a une réglementation qui impose de ne pas mettre les thermostats en dessous de 24 degrés parce que cela permet d'économiser pas mal d'argent et d'énergie. Ailleurs, on a aussi mis en place une solution financière innovante, notamment au Ghana, pour permettre aux salariés d'acheter des frigos ou des clims qui consomment moins d'énergie. Les économies sur la facture d'électricité permettent indirectement de financer l'achat. La banque accorde un prêt à la personne à taux zéro pour acquérir une clim et ce coût est amorti directement chaque mois par la facture en énergie et remboursé en étant prélevé sur le salaire. Au Ghana, par exemple, les gens ne voulaient pas prendre de prêt. C'est mal vu. Mais là, les achats de frigo se faisaient via des prélèvements directs sur le salaire. Dernier problème, les gaz réfrigérants dont je vous parlais au début. Là encore, des ingénieurs planchent sur des solutions. À l'université de Cambridge, des chercheurs ont réussi à mettre au point un matériau réfrigérant solide qui n'émet pas de gaz à effet de serre comme le gaz réfrigérant classique. Ils ont créé une start-up, Barocal, qui a levé 4 millions d'euros d'investissement et espère lancer un premier produit d'ici 3 ou 4 ans. On leur souhaite bonne chance. Merci infiniment de nous avoir écoutés et merci aussi à Cecilia Sanchez, à Asma Hafiz, à Madeleine Pradel et à Kadir Demir pour leur enregistrement sur le terrain. Je vous souhaite un excellent week-end au frais. À bientôt.